HLC, le carrefour des icônes. Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre émission HLS. Voilà, c'est toujours Jonas Sitois, votre fidèle présentateur, et aujourd'hui nous avons l'honneur, oui je dis bien l'honneur et le grand privilège de recevoir une grande dame. Donc voilà, c'est un grand privilège parce que c'est une grande dame. Au nom de Madame Maître, je voulais dire Françoise Kodjis Ofumu, et je vais vous laisser le soin de découvrir cette dame. Elle a beaucoup à nous dire. Et voilà, dites-nous un peu, c'est qui en fait Maître Françoise Kodjis Ofumu? Maître Kodjis Ofumu est une avocate. Je suis avocate à la Cour, experte consultante en démocratie, droits humains, genre et développement et justice transitionnelle. Et en outre, je suis également présidente fondatrice de l'Association internationale pour la démocratie en Afrique. J'ai été une des fondatrices, enfin cofondatrice de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, par exemple, parmi tant d'autres ONG. D'accord. Donc voilà, là c'est déjà pour vous donner une idée de qui est cette dame, donc Madame Kodjis Ofumu. Sinon la liste de ses qualités elle est très longue, d'accord, mais on va s'arrêter là et on va poursuivre. Vous allez voilà, mieux découvrir qui est cette dame. Donc Madame, dites-nous quelle serait la meilleure appellation aujourd'hui par rapport à votre statut. Est-ce que c'est Maître Françoise ou Madame la Présidente? Ben, c'est comme vous le voulez. C'est comme vous le voulez parce que en fonction de, je veux dire, en fonction des qualités que je vous ai citées, des titres et fonctions, tantôt fondatrice de l'association syndicale des avocats de Côte d'Ivoire, etc. Ben vous m'appelez comme vous voulez. Vous choisissez, quoi, je veux dire. Oui, mais quand même aujourd'hui, voilà, on vous reçoit comme future, donc potentielle future présidente de la Côte d'Ivoire. C'est exact, parce que j'ai déclaré officiellement ma candidature aux présidentielles ivoiriennes de 2020 depuis le 10 mars 2018 dans mon village natal, à Azopé. De sorte que si vous dites que je suis présidente potentielle, je veux dire que je l'accepte. Et voilà. Et c'est pour cela, moi, je me dois de vous appeler déjà Madame la Présidente. D'accord. Permettez. Donc, avocate de carrière, aujourd'hui dans le monde politique. Oui, c'est voilà. Quelle a été votre motivation d'avocate disons que je ne vais pas à pieds joints dans le domaine politique. C'est depuis les années 1982, après l'école de magistrature de Paris, parce qu'avant de devenir avocat, j'ai fait l'école de magistrature de Paris. J'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris. Donc depuis cette année-là, quand je suis rentrée au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai suivi et je suis encore avec beaucoup d'intérêt toutes les réformes, je veux dire l'évolution politique, voire démocratique de mon pays. De sorte que mon engagement personnel au sujet des réformes entreprises, cet engagement-là m'a permis de découvrir, j'allais dire, toutes les transformations socio-politiques, économiques, culturelles du pays. Et cet engagement m'a permis de découvrir les améliorations à apporter au système, au processus de transformation sociopolitique de l'individu et de l'État lui-même. Et c'est ça ma principale motivation. Au-delà de cela, je fonde ma motivation sur le fait que les dispositions des articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme permettent à chaque individu de pouvoir participer aux affaires publiques de son pays. D'accord. Voilà. Et
Ma motivation vient également du fait que dans tout ce que je vous ai cité là, je veux dire dans le processus de transformation sociopolitique, culturelle, économique, etc. du pays, nous avons des situations. Nous avons par exemple la situation au niveau de la justice et de la corruption par exemple. Et je me dis que dans ce domaine, je peux apporter ma petite contribution pour pouvoir améliorer les choses. Vous avez le secteur de l'éducation qui pose des problèmes, notamment parce que nous n'avons pas de centre de coordination de tous les services qui s'occupent de l'éducation. De sorte que nous avons cette histoire que j'appellerais l'inadéquation, emploi, formation. Pour la simple raison que nous avons le baccalauréat au niveau de la Côte d'Ivoire qui, depuis lors, est corrigé après les enseignants du supérieur qui s'occupaient de cet examen, par exemple. Cet examen est passé sous l'égide de l'enseignement du secondaire, des enseignants du secondaire. De sorte que, au terme de la proclamation des résultats, ils ne peuvent pas savoir le nombre de places disponibles au supérieur pour pouvoir effectuer les orientations. Il y a donc un petit problème qui se pose là, sinon un gros problème. Et nous avons par exemple les internats qui n'existent plus, de sorte que nous n'avons plus l'avantage de voir par exemple un élève du Nord cohabiter dans le dortoir avec un élève du centre ou bien du sud pour pouvoir se côtoyer, j'allais dire fraterniser, de manière à éviter certains affrontements, certains conflits, des heurts au niveau de leur cursus scolaire ou universitaire. Donc autant de problèmes à corriger à ce niveau-là. Si vous prenez la situation au niveau de l'environnement, vous allez constater que nous n'avons pas de centre de collecte des objets, j'allais dire usagés, du matériel usagé, tels que les portables, les plastiques, tout ça. Voilà. Les portables, même les véhicules, les bouteilles, etc. Parce qu'il y a comme déchets, tout voilà. Alors qu'il peut avoir un centre où on collecte ces objets usagés, ces téléphones portables, ces radios qu'on n'utilise plus. Il pourrait avoir un centre pour collecter ces objets-là. On peut peut-être les recycler. Pour pouvoir, voilà ce que j'allais dire. Transformer ces objets usagés. Nous avons, au lieu que par exemple les casses, parce que nous avons des casses où on dépose les véhicules. Bon, les véhicules, souvent, ce sont des véhicules qui ne sont pas, usagés, qui vont se retrouver là-bas. Parce qu'il y a l'insécurité, il y a le problème d'insécurité qui se pose. Vous avez des objets perdus. On n'a pas de centre d'objets perdus. Quand vous oubliez votre ordinateur dans un taxi, mais vous ne pouvez plus retrouver cet objet-là. Autant de problèmes. Oui, exactement. Et autant de défis à relever au niveau du pays. C'est tout ce qui me motive à dire que nous avons besoin d'un changement qui change véritablement. Un changement qui change véritablement. Voilà. Et c'est ça votre slogan. Un changement qui change. Et un changement qui change, ça signifie uniquement, seulement, du moins, une nouvelle philosophie de la gouvernance. C'est ça, le changement qui change. Parce que le changement en lui-même, c'est quelque chose de dynamique. Un changement ne peut pas être statique. Alors qu'habituellement, tout le monde se dit, je deviens président parce que je vais faire le changement. Je vais faire le changement. Mais à la longue, moi j'ai constaté que ce changement est statique, est demeuré statique.
Donc j'ai besoin, moi, d'insuffler, j'allais dire, de donner aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes l'envie d'atteindre ce changement qui change, l'objectif de changement qui change, pour pouvoir modifier, j'allais dire, améliorer la gouvernance. D'accord. Donc, à voir votre parcours, madame, on comprend que voilà, vous connaissez assez bien les rouages politiques, sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un fait qu'on doit noter aussi, vous êtes une femme. Et ce n'est pas anodin. Dans la plupart des pays africains, c'est une réalité, il faut qu'on se le dise, de voir les femmes à la tête en fait, voilà, de nos États ou prendre les places premières. Et est-ce que ça ne sera pas peut-être mal vu du côté des Ivoiriens? Est-ce que c'est pas un risque? Ben, je ne pense pas que ce soit un risque. Je pense que, honnêtement, une femme à la tête de la gouvernance de son pays, ce serait, j'allais dire, le bonheur de ce peuple. Le bonheur de ce peuple parce que les femmes sont reconnues comme les meilleurs gestionnaires par rapport aux hommes. Non, la sorte masculine. Oui. Et je dis bien que les scientifiques ont démontré que le quotient intellectuel de la femme est beaucoup plus élevé que celui de l'homme. De sorte que, je veux dire que ce n'est pas n'importe quelle femme, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'il faut forcément être à la tête d'un État. Il faut avoir les compétences requises, il faut avoir l'expertise nécessaire, il faut avoir la dose d'humilité nécessaire pour pouvoir convaincre les ressources humaines à vous suivre. Et il faut avoir ces capacités de leadership qui vous permettent de vous élever sans choquer qui que ce soit, sans se donner dans les injures, par exemple, simplement parce que vous avez une ambition. Vous avez non seulement une ambition, mais surtout, vous avez une vision. Et c'est ça qui fait la différence. De nombreuses personnes ont l'ambition d'être président de leur pays. Mais tout le monde n'a pas la vision. Et la vision, c'est avec la vision seulement qu'on peut construire un pays. D'accord. Donc là, je ne veux pas vous demander si vous pensez avoir en fait les compétences requises. Parce que vous venez de nous dire qu'il ne faut pas seulement une femme, mais il faut qu'il ait les compétences. Parce que votre parcours en dit long sur tout ce que vous êtes capable de faire. Et il faut aussi être intègre. Oui, voilà. Il faut de la probité. Oui. Il faut faire la culture, amener, j'allais dire, les Ivoiriens à la culture, à enraciner en eux la culture de la probité.